Donc là, ce matin, on a beaucoup parlé des élèves. Cet après-midi, avec nous, on va parler des enseignants et voir comment, en manipulant ce qu'on appelle, nous, des outils professionnels que sont le corps et la voix, on va pouvoir essayer de se servir de ces outils que sont les communications non verbales pour mettre en place un climat bienveillant. On l'a vu ce matin dans la conférence numéro 1. Il a été évoqué le fort besoin de sécurité, de valorisation des adolescents, la nécessité de mettre en place un climat bienveillant, propice à l'acceptation de l'erreur. Ici, on va vraiment essayer de voir comment les communications, et plus spécifiquement les communications non verbales, vont pouvoir asseoir ces objectifs. Donc, encore une fois, comme Loïc a fait référence ce matin, on n'est pas sur des recettes magiques, on est plutôt sur des pistes et des erreurs à éviter en manipulant au mieux les communications non verbales. On démarre avec 2 citations. La première de Postic que j'aime particulièrement parce qu'elle met tout de suite en place, moi, mon entrée, on va dire mon champ théorique d'entrée pour penser le corps et la voix de l'enseignant quand on est face aux élèves. Et cette définition de Postic nous dit tout de suite que dans ce qui se passe dans la classe, tant du côté des élèves que de notre côté quand on est enseignant, eh bien, il y a des affects, qu'on appelle aussi des émotions. Du versant psycho, on parle de fantasmes, de pulsions, et donc un registre de ce qui se passe au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire tous ces petits gestes corporels et vocaux qu'on va faire à nos élèves et bien sûr à notre insu. De manière plus pragmatique, moi j'appuierai mes propos et l'intervention qu'on va faire sur une citation d'un intervenant de l'école de Palo Alto qui dit « On ne peut pas ne pas communiquer ». Et même tout comportement, qu'il soit conscient ou non conscient, et même l'absence de comportement, a valeur de message pour vos élèves. Donc c'est pour ça qu'il devient nécessaire en tant qu'enseignant, plus spécifiquement encore en tant que professeur de PS, de s'interroger sur la place de son corps comme média de transmission d'informations, conscientes ou non. Alors d'abord, intéressons-nous à ce que signifie communiquer. Selon la définition que je vais utiliser, c'est un échange d'informations, mais plus encore de significations qui sont créées et partagées entre vous et vos élèves, à travers les messages verbaux et non verbaux. Et c'est sur cet aspect-là aujourd'hui qu'on va intervenir et insister, à savoir tout ce qui concerne le non-verbal. En effet, la transmission, les communications, elles passent par des canaux de communication qui peuvent être multiples. Le langage naturel, il est composé de 3 sous-systèmes majeurs. Le verbal, le vocal, le gestuel. Ce qui concerne le non-verbal, et qu'on va vous exposer ici, c'est l'aspect vocal et l'aspect gestuel. L'aspect gestuel, c'est également ce qu'on appelle visuel, c'est tout ce qui est donné à voir. Juste une petite coupure pour compléter ce qu'est en train de dire Magali sur cette définition de Vecchi qui dit que communiquer, c'est pas simplement transmettre, mais c'est aussi établir une relation. C'est-à-dire comment prendre en compte dans notre métier la dimension relationnelle avec nos élèves. Ce que j'ai beaucoup aimé ce matin, quand un des intervenants parlait d'empathie. Vous voyez, comment on construit ça, comment on peut le penser professionnellement, cette dimension. Donc concrètement, quand on parle des communications non verbales, de quoi il s'agit? Donc c'est toutes les communications qui n'ont aucun recours au verbe, consciemment ou non. C'est-à-dire c'est tous vos silences en tant qu'enseignant, vos gestes, vos postures, toutes les tensions de vos corps, des mouvements, les expressions faciales, les gestuels, les regards, les sourires que vous pouvez poser vis-à-vis de vos élèves. Et puis toute la partie vocale, à savoir l'intonation. Est-ce que je parle d'une façon très monocorde? Est-ce qu'au contraire, je fluctue l'intonation de ma voix? Au niveau du débit, comment je parle? Est-ce que je parle très très vite? Ou au contraire, est-ce que je parle tellement lentement que j'endors mes élèves? Au niveau de l'articulation, donc la vocalité concerne les qualités de voix qui vont avoir des influences sur lesquelles nous reviendrons plus spécifiquement. Pour aller un petit peu plus loin dans ces communications non verbales, il y a effectivement tout ce qui concerne l'aspect extérieur, les vêtements, la morphologie, sur lesquels on ne va pas du tout intervenir aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est de la proxémie, c'est-à-dire les distances interpersonnelles.
Comment, à certains moments, vous êtes éloigné de vos élèves, comment vous vous rapprochez de vos élèves et l'impact que ces distances peuvent avoir comme signification pour vos élèves. L'occupation de l'espace, où est-ce que vous vous situez, et plus encore, quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le toucher en tant qu'enseignant d'EPS comme outil important pour favoriser les apprentissages de vos élèves. Il y a également tout ce que sont les gestuels. Dans les gestuels, il y a les coverbaux, c'est-à-dire les gestuels qui sont associés au verbe. Quand on dit c'est grand, va là-bas, un escalier en colimaçon, donc ce sont les gestuels associés au verbe. Et puis il y a également ce qu'on appelle les emblèmes. Les emblèmes, ce sont les mimiques ou les gestuels qui sont intelligibles en dehors du verbal. Par exemple, si je dis à un élève, il sait très bien, ça veut dire viens ici. Si je fais ça, avec un grand sourire, bien entendu, ça veut dire c'est super ce que tu fais. Donc ça, ce sont les emblèmes qui sont des outils, et nous reviendrons dessus, pouvant être utilisés par les enseignants. Tout ce qui concerne le visage, les regards, les contacts visuels, les expressions du visage. Et c'est très important parce que des chercheurs ont montré que ces mimiques expressives se détachent, deviennent conventionnelles et se détachent de l'émotion réellement vécue. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène possible des émotions. Je peux tout à fait montrer que je suis très heureuse à mes élèves à travers mon expression faciale, tout comme je peux montrer que je suis très en colère. Donc la manipulation de ces communications non verbales comme outil pour asseoir, on le verra, les différents objectifs possibles, sont une connaissance minimale qu'on peut avoir. Le regard également, c'est un outil au service de l'enseignant parce qu'il indique le degré d'appréciation que je peux avoir sur la personne considérée. Et donc, c'est important également dans les outils de persuasion. Et enfin, l'effet des sourires, puisque être plus souriant induit plus de respect. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas, mais avoir cette connaissance permet aussi, dans le respect de l'élève, dans le message qu'on souhaite lui transmettre, créer une relation beaucoup plus efficace. Tout ce qui concerne la vocalité, on va en parler plus spécifiquement. Donc, au niveau des problèmes professionnels qui nous occupent, il convient donc de se questionner en tant qu'enseignant sur les formes d'interaction possibles pour manipuler ces communications non verbales et surtout les fonctions qu'elles peuvent avoir dans le cadre de nos gymnases, de nos piscines ou de nos installations sportives. Comment on peut, à travers l'utilisation, une attention portée à ce non-verbal, favoriser l'engagement des élèves. On a vu que c'était une problématique importante ce matin, et plus encore leurs apprentissages, puisqu'on a vu que c'est la finalité qui nous préoccupe tous en tant qu'enseignants. Ce qu'il convient, sur lequel j'ai vraiment envie de vous transmettre un message, c'est que toute communication a des conséquences. Et par rapport aux études que j'ai menées, j'ai interrogé énormément d'enseignants. Je ne vais pas venir sur la méthodologie, mais c'est à peu près celle que Olivier Vors a utilisée ce matin. Les enseignants portent très très peu d'attention à leur communication non verbale et elle est extrêmement faible, voire inexistante. Ils ont peu conscience du message qui est véhiculé par leur corps dans la classe. Or, chose importante, c'est que souvent il peut y exister des discordances entre les deux systèmes, le système verbal et le système non verbal, ce qui crée une communication paradoxale. Or, dans cette communication paradoxale, c'est prioritairement le message non verbal qui est véhiculé. Par exemple, si je me mets en scène et que je dis à un élève « c'est bien, je suis très contente de toi », vous voyez bien que par rapport à cette mise en scène, ce qu'il va retenir, c'est que j'ai une posture fermée, je ne suis pas du tout dans la bienveillance avec un visage ouvert. Ou à l'inverse, dire à un élève c'est pas bien, je suis pas contente de toi, avec le grand sourire et puis une posture plutôt décontractée, voilà le message paradoxal auquel il est important peut-être d'être attentif et de prêter une attention en tant qu'enseignant. Donc moi, par rapport à Magali, on se complète parce que j'ai donc, pour ma part, quand je m'intéresse à tout ce qu'on va faire à notre insu, je vais plutôt questionner la question de la présence, c'est-à-dire comment penser sa présence corporelle et vocale quand on est face à nos élèves. Et pour le coup, c'est-à-dire, comme le dit très justement et déjà en son temps Claude Pujade-Renaud,
est-ce qu'on a à construire ce qu'elle appelle une séduction obligée? C'est un terme qu'a repris aussi Mireille Céphali, c'est-à-dire est-ce qu'on doit, quand on est enseignant, séduire à tout prix nos élèves pour qu'ils s'engagent dans l'activité qu'on leur propose, hein. Et du coup, par rapport aux deux photos, ce qui pour moi est très important, c'est que il y a un réel danger à vouloir typologiser nos gestes corporels. Ça serait presque... ce matin, on a eu pour les nuls, et puis un petit ouvrage qui s'appelle « Communiquer pour les nuls », où on voit justement que croiser les bras, ça veut dire fermeture, ça veut dire mise à distance de l'autre. Vous voyez, ça veut dire tout ça. Moi, j'adore Monsieur Propre parce qu'il a les bras croisés et qu'il est absolument rayonnant. Et puis je fais partie de ces anciens profs qui ont été notés pas loin de 30 ans sur le rayonnement, donc allons-y. Donc du coup, quelques auteurs, donc phénoménologie bien sûr, Merleau-Ponty, Maldinet, Heidegger en philosophie, donc toute la question de l'être au monde. Céphali parle d'une authenticité d'être, parce que si on joue trop... qu'est-ce que vont lire les élèves de notre présence? Et la question du holding. Et ce matin, comme il a été beaucoup question, et comme le rappelait Magali, d'adolescents au tout début, qui sont en souffrance, qu'il faut les mettre en sécurité, Winnicott, il parle de holding, c'est-à-dire il parle de la fonction contenante corporelle que l'on a. Et nous, en EPS, c'est juste fondamental à le penser ainsi, c'est-à-dire comment penser sa présence corporelle comme étant contenant et sécurisant pour nos élèves, hein. Et c'est un arrière-plan à avoir chacun d'entre nous quand on a nos élèves en activité, quelle que soit l'activité. Et on va avoir de la même façon une enveloppe vocale, hein, à établir dans sa classe, ce qui est incroyablement compliqué dans un gymnase parce que l'espace est énorme et qu'on a tendance à parler fort et à crier, et que même dans cette voix qu'on dit facilement voix de gymnase, on a à la penser aussi comme créant dans l'espace gymnase une enveloppe sonore sécurisante, vous voyez, incroyablement contenante. Et donc ça, c'est Winnicott qui nous raconte tout ça. Et Blanchard Laville, elle reprend ça dans son ouvrage Enseignant entre plaisir et souffrance, dont le dernier chapitre est consacré au corps et à la voix de l'enseignant dans cette dimension-là contenante. Sachant que le propre de l'enseignant, c'est qu'on est effectivement sur scène. Alors, on n'est pas comédien dans le sens où quand on est prof, on ne va pas réciter Molière ou Ionesco, et que notre mission, c'est bien de transmettre des savoirs, mais que comme tout comédien, on est sur scène et on a à envisager une mise en scène de soi, comme l'a très tôt pensé Claude Pujadt-Renaud dans son livre, hein, Le corps de l'enseignant dans la classe. Elle en a associé un deuxième qui s'appelle Le corps de l'élève dans la classe, qui est aussi incroyable, enfin, qui moi m'a beaucoup marqué dans mes tout débuts de jeune prof. Et aussi Labridi, dans notre métier, dans un article assez ancien, 83, qu'elle a écrit dans la revue EPS, où elle définit bien que notre spécificité à nous, profs d'EPS, c'est de penser le corps comme tout à la fois objet, image et signifiant. Et de penser le corps à chaque fois sous ces trois dimensions-là, c'est pas rien. Et que nous, on a à le penser comme signifiant de tous ces messages qu'on va donner à voir et à entendre à nos élèves de manière parfois construite, comme l'expose très bien Magali, et parfois complètement à notre insu, notamment tous ces petits gestes, quand par exemple je pourrais dire « voyez ça », c'est quand même une émotion que va lire et que va recevoir l'élève en face en pleine figure. Donc si cette mise en scène corporelle de l'enseignant nous semble essentielle, toujours dans l'authenticité malgré tout, on va voir du coup ce qu'implique une maîtrise des communications et des aspects non-verbaux pour accentuer peut-être les messages transmis aux élèves et essayer de donner plus de poids à l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Par rapport à ça, sur l'Académie de Toulouse, il y a une énorme recherche collaborative qui a été faite en interviewant énormément d'élèves sur qu'est-ce qu'un cours qui donne envie d'apprendre et un prof qui donne envie d'apprendre.
Et pareil, des entretiens à des enseignants sur qu'est-ce qu'un cours qui a marché, un cours qui n'a pas bien marché. Et en fait, il en est sorti de manière en interaction de tous ces entretiens, 3 leviers qui seraient opérants pour construire un bon climat de classe avec ses élèves. Le premier étant construire une relation. Et du coup, ce qu'on appellerait facilement la bienveillance, l'écoute, une relation humaine, comme disent les élèves, ou ce qui a été dit ce matin, une tolérance empathique. Enfin, vous voyez, ce levier, et il est en 1. Donc, il ne faut pas l'oublier. Le deuxième, instituer un cadre de travail, donc la fameuse autorité. Vous voyez, en psycho, on dit facilement la loi, le cadre, les limites, les bords, tout ça. Qu'un ado va n'avoir de cesse qu'à passer outre et à griller pas mal de feux rouges. Et le troisième levier, qui représente notre métier, qui est celui d'une didactique complètement assurée. Et ces 3 leviers, ils sont toujours en interrelation, complètement dépendants les uns les autres. Et si les résultats de cette grande recherche longitudinale, c'est de penser la didactique comme étant un levier opérant pour construire une relation, et que la relation va permettre la transmission des savoirs, et que la didactique va aussi permettre la construction du cadre et de la mise en place de l'autorité, et que ces 3 leviers en fait sont à penser tout le temps en interaction les uns avec les autres. Par rapport au levier 1 et 2, qui est la relation et la question du cadre, comme on est sur une thématique qui est aussi comment construire un climat de classe, notre question par rapport à ce qu'on donne à voir et à entendre, c'est comment incorporer le levier 2, c'est-à-dire comment, ce qu'on fait de manière complètement empirique dans notre métier, mais comment représenter corporellement l'autorité. Ce qui n'est pas rien en fait, ça n'a rien de naturel. Et en fait, on va tous se construire des petits rituels corporels pour signifier que là, stop, ça suffit maintenant, en gros. Et qu'on a à penser ça avec un corps d'autorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un corps qui représente le cadre, et une voix d'autorité, parce que du coup, la voix de l'autorité n'a rien à voir avec une voix rayonnante, par exemple. Vous voyez, techniquement, c'est 2 voix qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, du coup, on a pensé son métier avec une mise en scène de l'autorité. Et l'autorité, elle représente la loi, ce qu'on a dit ce matin, les normes et donc les règles. Et donc, l'autorité a cette particularité-là, c'est que justement, elle est hors affect. C'est-à-dire que dès l'instant où on incarne l'autorité, il n'y a pas d'énervement. Vous voyez, le stop qui nous dit stop quand on sort d'ici, il nous dit stop, il n'est pas énervé, il n'est pas menaçant, il n'est pas agressif. Et du coup, comment se construire ça corporellement quand à un moment, dans des événements surgissent dans la classe, il faut absolument vite donner ça à voir à nos élèves.